Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Dès que je vais dans un pays, j'apprends toujours les bases parce que je trouve ça hyper important par politesse et par respect envers le peuple qui nous accueille, de vraiment montrer qu'on fait un effort de s'intéresser à la culture et aussi aux coutumes locales. Aujourd'hui, je reçois Romane, créatrice du blog et de la chaîne YouTube L'éléphant voyageur. Passionnée par le voyage et en particulier par l'Asie, elle nous partage sa passion pour ce continent en nous racontant son parcours. On parle de son tout premier départ, seule, à 20 ans, pour un stage au Cambodge de 5 mois, de son semestre d'études en Chine et du mode de vie qui, aujourd'hui, lui permet de voyager partout dans le monde. On échange aussi sur notre passion commune pour l'apprentissage des langues et la façon dont ça peut enrichir notre expérience du voyage. On partage nos dilemmes entre éthique et amour de la découverte en se demandant par quels moyens on peut concilier les deux. Alors j'espère que notre échange vous plaira autant qu'à moi et je vous souhaite une excellente écoute. Hello Romane, bienvenue dans le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu puisses partager ton expérience à la fois de voyageuse et de créatrice de contenu. On verra tout ça. Mais pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore? Hello Chloé, merci beaucoup pour ton invitation sur ce podcast. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager ces expériences. Qui suis-je en quelques mots? Donc, je suis romane, française installée en Belgique depuis quelques années. Je suis passionnée de voyage depuis 10 ans maintenant, créatrice du blog voyage et de la chaîne YouTube L'éléphant voyageur, avec aussi des réseaux à côté, hein. Et voilà, aujourd'hui, je partage mes conseils de voyage avec passion sur toutes ces plateformes. Super chouette. Et ben, on reviendra sur la partie création de contenu justement dans un deuxième temps. Mais d'abord, est-ce que tu peux expliquer un peu ton mode de vie? Donc, tu as dit que tu étais installée en Belgique, mais en vrai, le voyage, il fait vraiment partie de ton quotidien. Est-ce que tu peux expliquer comment tu t'organises entre le travail et les voyages? Comment tu finances aussi tous ces voyages? Revenir un peu sur ton mode de vie. Très bien, en effet, donc j'ai aujourd'hui, un autre métier à côté de donc en fait, la création de contenu pour moi, c'est une activité complémentaire, mais qui se porte bien et ben, moi, ce serait, un souhait pour plus tard que ce soit, 100 mon activité. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un autre travail, mais qui me permet de voyager. Ça, j'avoue qu'en fait, ça, c'est une aide. Je peux voyager avec mon travail et c'est vrai que même si je suis installée, j'ai du coup un pied-à-terre en Belgique, mais j'y suis pas souvent pour être honnête ces derniers temps. C'est beaucoup de déplacements et d'allers-retours ou alors de longues périodes, je veux dire, à l'étranger. Comme par exemple l'année dernière, je suis partie 5 semaines d'affilée où je suis pas rentrée, où je suis partie vraiment longtemps, parce qu'en fait je peux faire, je suis un peu en home office, donc en fait, je pouvais aussi travailler de là-bas, donc ça c'était assez pratique. Mais aujourd'hui, j'ai pas vraiment d'équilibre, je dois dire. Ce qu'il y a, c'est que la création de contenu m'aide aujourd'hui à financer, mes déplacements, donc mes voyages, pour, réaliser des vidéos YouTube et cetera. Donc ça, tout ce que j'ai, en fait, je le réinvestis dans ces voyages. Donc ça, c'est très, très pratique. J'utilise, bon, tous les congés que je peux aussi pour partir, hein. J'en ai, pas forcément beaucoup, mais j'optimise vraiment tout à 100. J'utilise des jours fériés, je planifie tout à l'avance. Moi, vraiment, en fin d'année, je planifie tous les voyages que je veux faire pour l'année et pour en rentabiliser le plus possible, que ce soit par exemple des week-ends ou surtout, bah, voilà, de quand même combiner le plus possible. Moi, je suis plutôt chanceuse en fait d'être dans la situation que je suis aujourd'hui. Oui, certes, j'ai beaucoup travaillé, hein, pour le faire, ça c'est vrai. Je veux dire, pour arriver là où j'en suis aujourd'hui,
bah, je veux dire le métier que j'ai trouvé, bah, c'est parce que je me suis donné les moyens de le trouver. La création de contenu, c'est quelque chose que je fais depuis des années, donc du coup, forcément, c'est pour ça que ça paye aujourd'hui. C'est pas non plus à 100 mais ça me permet quand même finalement de financer mes voyages, donc ça, c'est une chance, enfin et je dirais qu'aujourd'hui, l'équilibre, en fait, ça me fait du bien d'avoir une maison et surtout, en fait, d'avoir une sécurité pour plus tard parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais moi, je kifferais vraiment être digital nomade et de partir pendant 3 mois dans un pays, puis après je rentre un peu en Belgique ou faire 6 mois à côté. Tu vois? Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment faire à terme. C'est un petit peu de choisir où j'ai envie de vivre un peu de manière nomade. Par exemple, si j'ai envie de partir 3 mois en Asie, tranquillement en slow travel où, je profite à fond du pays, de la culture et je peux travailler, en même temps. Ça vraiment, pour moi, ça, c'est un goal. Ça vraiment, c'est ce que j'aimerais faire. Eh ben, écoute, je te le souhaite et en tout cas, quand tu l'auras fait, parce que je suis sûre que ça va arriver, tu reviendras, partager ton expérience sur le podcast, j'espère. Ah, peut-être, ouais. Juste pour, dernière petite question par rapport au travail que tu fais actuellement. Tu as dit que tu voyageais beaucoup dans le cadre de ton travail. C'est quoi exactement? Tu as un rôle, de commercial dans l'agroalimentaire? C'est ça? Tu as tout compris. Je travaille bien sûr, dans l'agroalimentaire et je suis technico-commerciale, plutôt business developer et ce qui me permet en fait justement d'explorer le monde, pour pouvoir promouvoir dans le monde entier, ce que nous proposons aujourd'hui dans l'agroalimentaire. Ce sont des choses d'origine naturelle, donc qui sont aussi en accord avec mes valeurs pour supplémenter une alimentation plus saine et plus éco-responsable aussi. Bon, bah, écoute, super et puis sur la deuxième partie, de ton, modèle, on peut lui dire, qui est la création de contenu et bah, ce que je te propose, c'est de te retrouver pour un prochain épisode dans lequel on abordera ce sujet-là. Ouais. Mais d'abord, est-ce que, on peut parler de ton premier grand départ en solo? Donc c'était au Cambodge en 2015, il me semble. Alors est-ce que tu peux expliquer, pourquoi tu as choisi cette destination et raconter un peu ton expérience? Oui, alors j'avais 20 ans, donc il y a 10 ans, waouh, ça passe super vite. C'était dans le cadre de mon école, donc j'ai fait une école d'ingénieur, agronome, dans le nord de la France. On avait ce qu'on appelle une période, de rupture pendant laquelle on avait obligation de partir dans un pays à l'étranger, que ce soit un pays anglophone ou non anglophone. L'objectif, c'était d'être financièrement indépendant, d'avoir une première expérience en tant que salarié ou alors vraiment de travail, pour avoir un premier pas dans le monde du travail et deuxième objectif, c'était de revenir et de parler couramment l'anglais afin de passer ce qu'on appelait le TOEIC exam. Comme mon niveau d'anglais était jugé suffisant lors de mon départ, j'étais autorisée à partir dans le pays de mon choix. Si tu avais pas un bon niveau d'anglais, tu étais obligée de partir dans un pays anglophone. Chance pour moi, j'ai pu partir un petit peu où je voulais et je voulais aller en Asie, ça j'en étais certaine et comme en fait, c'était quelque chose qui se faisait chaque année, j'avais pu voir les promotions, d'avant ou quelle destination ils avaient choisi et il y a une amie que j'ai enfin vraiment pour moi, c'était une source d'inspiration. Elle est allée au Cambodge et la façon dont elle a témoigné du Cambodge et de son expérience, j'ai eu un coup de cœur, mais genre, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais les mots qu'elle utilisait pour traduire ce qu'elle a vécu au Cambodge, je me suis dit: «C'est là que je veux aller, en fait. Je veux aller au Cambodge». Alors qu'avant, j'avais pas entendu parler spécialement du Cambodge. J'avais plutôt tendance à aller en Thaïlande parce que c'était plus connu ou j'avais même pensé à Singapour, enfin des choses comme ça. Et j'ai commencé à chercher. Je suis partie au Cambodge. J'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance que j'ai eue, de pouvoir travailler dans un hôtel qui était tenu donc par un Français qui était general manager, mais aussi par des Japonais donc qui étaient les propriétaires. Et pendant ces 4 mois à la réception de l'hôtel, mais j'ai fait aussi du housekeeping et j'ai pu aussi être bartender. Je m'occupais parfois des petits déjeuners, etc. J'ai pu avoir quand même une bonne vision non seulement du management d'un hôtel, mais aussi bah, j'ai pu travailler mon anglais et surtout, pour moi, le plus important, c'est que j'ai pu m'immerger dans la culture khmer. Donc, khmer, c'est le nom qu'on utilise en fait pour traduire la culture cambodgienne ou la langue khmer. Et c'est aussi le nom du peuple d'origine parce qu'en fait, mes collègues étaient tous khmer. Donc, en fait, je passais mon temps avec eux, mon temps libre avec eux et tout mon quotidien. Donc, ça, c'était pour moi formidable. J'ai eu un gros choc culturel, je dois avouer, parce que bah, c'était mon premier pays vraiment déjà en solo de 1 et aussi en Asie du Sud-Est et quand tu as 20 ans, enfin, je veux dire, c'est un petit choc quand même, mais finalement, je m'y suis habituée très, très vite. Donc pour moi, après, ça a été, que du kiff. Il y a eu des galères, ça c'est vrai, mais je ne retiens que du positif de cette expérience de 5 mois.
Trop cool. Bah, on reviendra sur les galères un peu plus tard. Mais en attendant, tu avais déjà, cette, fascination pour le continent asiatique. Oui. Tu l'exprimes un peu et d'ailleurs tu as passé, un semestre en Chine l'année suivante, en 2016. Oui. Est-ce que tu peux revenir un peu sur cette expérience? Bah, en fait, comme j'ai tellement adoré mes 5 mois au Cambodge, pendant lesquels donc j'ai travaillé pendant 4 mois, mais en fait, le reste du temps, je suis partie en backpack, vraiment baroudée autour du pays et ce qui est cool, c'est que mes parents m'ont rejoint par la suite aussi en backpack, donc on a fait un backpacking en famille, c'était trop cool. J'ai vraiment eu un coup de blues quand je suis rentrée et un peu comme ça dans mon coin, j'ai décidé de postuler pour faire un Erasmus en Chine. Donc ça s'appelle pas Erasmus vu que c'est hors Europe, ça s'appelle Départ en convention globale si je me trompe pas. Bon, c'était il y a 10 ans, ça a peut-être changé de nom. Et pourquoi la Chine? Parce que, le mandarin était en fait ma deuxième langue vivante que j'ai choisie, depuis, le collège, donc école secondaire, donc pour s'il y a des Belges qui nous écoutent. Pour moi, c'était une importance, considérable de pouvoir pratiquer, ma LV2. Donc j'avais pratiqué l'anglais au Cambodge. Là, je voulais pratiquer mon mandarin, donc je suis partie, en Chine pendant 6 mois et ça a été très formateur parce que forcément l'anglais en Chine, voilà, ce n'est pas un mythe, c'est quand même très compliqué et donc j'ai étudié pendant 4 mois, donc vraiment un semestre et lorsque j'ai rendu ma dernière copie d'examen, parce qu'on avait forcément des partiels à la fin, quand j'ai rendu ma copie, il y avait mon backpack qui m'attendait dans le fond de la salle. J'ai rendu ma copie, je suis partie, j'ai pris un train pour partir, barouder aussi, comme ça pendant plus de 3 semaines dans certaines provinces de la Chine. Ça a été une expérience assez forte puisque je me suis vraiment retrouvée, dans des coins aussi perdus de la Chine. J'ai vu vraiment différents profils, vraiment différents visages et j'ai vraiment adoré parce que ça m'a vraiment permis de me débrouiller encore plus toute seule et aussi de booster, bah, mon mandarin et j'étais vraiment contente de pouvoir communiquer avec les gens et vraiment, j'en retiens que des souvenirs forts et aussi comme quoi la Chine, c'est un très beau pays malgré tout ce qu'on peut entendre. Enfin, j'ai rencontré des très belles personnes sur place et ça me donne qu'une envie, c'est de retourner en Chine pour découvrir d'autres merveilles comme j'ai pu, bah, les explorer, et j'ai pas tout fait, hein. Je veux dire, la Chine, c'est énorme forcément. Même si je suis restée 6 mois, je pouvais pas voyager tout le temps parce que j'étais en études et ça m'a quand même aussi donné, une facette de la Chine qui est très travailleuse, un peu comme au Japon finalement. Donc vraiment, j'ai vu, les étudiants qui bossaient comme des fous, pour avoir les meilleures notes et cetera. Bon, moi, j'avoue, j'étais un peu plus petite. Mon école était stricte, mais bon, pas non plus au point de la Chine. J'étais en mode: «OK, ça va, je vous laisse la place à la bibliothèque. Moi, je peux travailler tout seul, bah, dans ma chambre tranquille». Mais dès que je pouvais voyager, par exemple un week-end et cetera, ça, c'est très cool. D'ailleurs, s'il y a des voyageurs qui écoutent et qui hésitent à faire des Erasmus ou départ en convention globale hors Europe, je vous conseille vraiment de le faire parce que déjà de un, vous en apprenez tellement sur la culture locale. Vous aussi apprenez un autre système d'apprentissage. C'est assez bien parce que justement, ça sort un petit peu des parcours traditionnels belges et français. Et aussi, bah, on peut partir le week-end explorer, découvrir des choses. Donc pour moi, l'Erasmus, c'est vraiment une expérience que je ne peux que recommander à toutes et à tous. Comme ça, aussi, ça peut vous donner une idée de si vous êtes fait ou pas pour déjà voyager solo ou tout simplement voyager dans tel ou tel pays et de tenter l'expérience nomade par la suite. Trop, trop cool et tu disais donc que tu avais choisi le mandarin comme LV2 dès le collège, c'est ça? C'est ça exactement. Est-ce que tu avais déjà cette attirance, pour l'Asie et si oui, d'où ça t'est venu, en fait? C'est une très bonne question. En effet, j'ai, je pense, la passion pour, l'Asie, enfin, du moins, l'intérêt pour l'Asie, je pense, depuis très, très jeune. C'est bête, hein, mais je pense que Mulan a joué beaucoup. C'est très cliché ce que je dis, mais j'ai été fascinée par, les décors, par aussi, bah, le personnage, hein et bah, c'est je sais pas, cette évasion et avec ma sœur, on avait toujours un petit peu cet intérêt pour la Chine, pour l'Inde et cetera et je ne sais pas pourquoi, mais la présentation, tu sais, quand, tu veux choisir une LV2 quand tu es, au collège, il y a un petit peu des gens qui viennent te présenter la langue et les bénéfices et comment ils ont annoncé le mandarin, ils avaient vraiment, mis le paquet en nous apprenant un petit peu déjà du mandarin, en montrant des images de la Chine et cetera et là, je me suis dit: «Ouais, non, non, ça, j'ai pas choisi espagnol, j'ai pas choisi italien ni allemand, je me suis partie pour le mandarin» et contrairement à ce qu'on peut penser, alors peut-être parce que je suis plus à l'aise avec ce type de langue.
Je trouve que ce n'est pas si compliqué que ça. Par exemple, je suis en train d'apprendre le néerlandais où je galère quand même plus que le mandarin, je trouve. Et même le japonais, je trouve que c'est aussi un peu plus difficile que le mandarin, honnêtement. Donc, je trouve que ça reste quand même, pour moi, accessible. Mais prenons des pincettes parce que c'est peut-être moi qui aime tellement cette culture que du coup, pour moi, c'est plus facile à apprendre. Mais je dirais qu'il ne faut pas prendre peur. OK, donc juste, pour revenir sur les langues là, tu parles le mandarin, couramment? Alors, je l'ai un petit peu perdu, mais je me remets avec Duolingo, parce que petit spoiler, je retourne en Chine très bientôt. Donc je me remets dedans. OK, trop cool. Du coup, tu parles aussi l'anglais couramment, tu parlais du néerlandais que tu es en train d'apprendre et du japonais? Oui, parce que oui, j'ai une passion pour les langues, en fait, hein. C'est quelque chose que j'affectionne depuis toujours, vraiment apprendre les langues. En fait, de toute manière, dès que je vais dans un pays, lorsque je voyage, j'apprends toujours les bases. Parce que je trouve ça hyper important de par politesse et par respect envers le peuple qui nous accueille, de vraiment montrer qu'on fait un effort de s'intéresser à la culture et aussi, aux coutumes locales. Donc que j'aille en Indonésie, bah, j'apprends les bases. Là, au Vietnam, j'ai appris les petites bases, hein. Bon, pas énormément parce que c'est un peu compliqué, je dois avouer, le vietnamien. Mais au moins, tu vois, c'est bête de me dire un xin chào ou un cảm ơn pour dire bonjour, merci. Au Cambodge, vu que je suis restée plus longtemps, bah, j'ai aussi appris un peu plus le khmer parce que bah, parfois, je parlais avec, j'allais dans les villages et je voulais parler avec les locaux ou même, c'est bête, mais les chauffeurs du tuk-tuk. Bah, je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir parler un peu plus avec eux. Au Japon, bah, comme en fait, on est allé au Japon l'année dernière avec mon compagnon, et qu'on allait aller dans une montagne sacrée où j'étais pas certaine que les personnes allaient parler anglais. Je me suis mise au japonais sur Duolingo aussi. Je ne fais pas de pub pour Duolingo, mais c'est juste que c'était tellement pratique que du coup, bah, vas-y, Duolingo, c'est quand même assez cool pour apprendre les bases. Et un petit peu de coréen, mais ça, c'est parce que je regarde beaucoup de K-drama sur Netflix. Donc, forcément, on a des bases de coréen qui viennent aussi. Mais j'adore, en fait, apprendre les langues. Je pense que c'est quelque chose qui fait que bah, j'aime autant le voyage, autant parler avec les locaux, avec les voyageurs aussi que tu croises sur la route. Donc oui, je parle aujourd'hui l'anglais, très pratique pour voyager. Néerlandais, mais ça c'est plus parce qu'en fait mon compagnon est néerlandophone, que ma famille est néerlandophone, donc je n'ai pas le choix que de parler néerlandais. Donc mandarin parce que bah voilà j'ai aimé et parce que voilà j'ai envie de découvrir plus de la Chine. Japonais, bon c'était plus des bases, hein, attention, hein, je peux pas non plus tenir une grande conversation en japonais. Et il y avait le khmer pendant un moment que je parlais à peu près, mais voilà. Et j'aimerais apprendre d'autres langues aussi, mais déjà je dois me concentrer plus, je pense, sur le mandarin, le japonais et le néerlandais, et ce sera déjà pas mal. Trop cool et bah, je te rejoins complètement sur cette passion pour les langues. Je pense que ça donne vraiment une autre dimension au voyage, et elle se sent dans ce que tu partages, donc merci pour ça. Merci à toi. Et toi, du coup, attends, tu parles espagnol et tu parles d'autres langues aussi? Et ben, anglais, espagnol, portugais et là, j'apprends l'italien. Wow. Ouais, donc Waouh, mais c'est trop cool! mais c'est que des langues, enfin, sauf l'anglais, mais c'est que des langues romanes surtout. Donc c'est vachement plus facile, en fait. Oui, mais je trouve que c'est quand même pas simple non plus, hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que Bah, parce que tu te mélanges beaucoup. Tu te mélanges beaucoup, en fait. voilà, ouais. Mais honnêtement, je trouve que c'est des langues qui sont hyper intéressantes. Je trouve ça tellement cool, en fait, que tu puisses parler, toutes ces langues, c'est très chouette. Pour, revenir sur l'Asie, qui est un continent que je connais pas du tout, mais tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Donc toi, depuis ces 2 expériences dont tu nous as déjà parlé, Cambodge et puis, Chine, tu as visité beaucoup d'autres pays et notamment en Asie. Est-ce que tu peux nous dire un peu où tu as voyagé? Oui, alors, je vais essayer de faire court, mais de ne pas en oublier surtout. Alors, j'ai pas tout fait malheureusement, mais c'est un petit goal, c'est de faire un petit peu tous les pays. J'ai donc fait en premier Cambodge, ensuite on a eu la Chine, après on a eu le Sri Lanka, après on a eu le Japon, Corée du Sud plus récemment. J'ai aussi fait, la Thaïlande, mais pas dans sa globalité, mais quand même, je veux dire une bonne partie, du nord de la Thaïlande et Bangkok à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai fait Hong Kong, alors parce que je ne considère pas Hong Kong comme la Chine, pour moi c'est quelque chose de différent, avec Macao à côté, parce que la culture, la langue ne sont pas les mêmes. Je réfléchis, est-ce que j'ai oublié un autre pays? Taïwan que j'ai fait aussi, qui était très intéressant. J'ai trouvé que Taïwan était un formidable mix entre la Chine et le Japon. J'avais l'impression que je retrouvais des deux ensemble, tu sais. L'Indonésie, j'ai fait un tout petit peu, mais je ne peux pas dire que j'ai vraiment visité. Pour moi, je n'ai fait que Jakarta. Donc, pour moi, c'est pas suffisant. Je peux pas vraiment dire que j'ai fait l'Indonésie.
Est-ce que j'ai oublié un autre? Bah, Vietnam, plus récemment. Je rentre tout juste du Vietnam qui était, un pays absolument dingue, en fait. Après je réfléchis, alors Australie et Nouvelle-Zélande aussi et d'ailleurs petit spoiler, je ne sais pas quand est-ce que sortira le podcast, mais en tout cas j'y retourne donc très, très hâte aussi. Il en reste encore beaucoup à faire. Par exemple, il y a Laos que j'aimerais bien faire, Malaisie ça pourrait être sympa aussi, Philippines, l'Indonésie, il faut que j'explore plus ça. L'Inde, j'y suis allée aussi, mais pareil, je n'ai fait que Bangalore, donc pour moi je ne considère pas que, j'ai visité l'Inde parce que pour moi quand je ne visite que un endroit, c'est pas suffisant, je peux pas dire que j'ai vraiment visité. Mais voilà, il y a déjà Bangalore qui m'a donné une première idée positive. J'avais une petite crainte avant d'aller en Inde, mais au final, ce que j'ai vu de Bangalore, ça m'a vraiment intriguée. Et je me dis pourquoi pas y retourner en fait. OK, donc affaire à suivre du coup sur ce point de vue-là et puis sur tous les autres pays aussi, parce que tu as listé quand même pas mal et moi j'ai une petite question pour toi, par rapport au choix des pays dans lesquels tu vas. Il y a des pays, notamment en Asie, mais pas que, enfin il y a des pays qui ont des, systèmes politiques ou des habitudes culturelles avec lesquelles on n'est pas forcément en accord. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de boycotter un pays? Allez, ça c'est une excellente question et je trouve que c'est tellement actuel en plus parce que je vois beaucoup de choses passer notamment et je dois dire que, bah, personnellement, j'étais aussi un peu dans ce cas-là, il y a quelques années. J'étais un petit peu, moi, en mode trop tout noir et tout blanc, mais maintenant je pense qu'avec l'âge, je nuance beaucoup plus les choses. C'est vrai que, tu vois, typiquement, il y avait un pays que j'avais un petit peu blacklisté depuis longtemps dans ma tête et c'était la Thaïlande. Je m'explique pourquoi. Parce que c'est vrai que j'ai pas forcément expliqué, mais du coup, mes réseaux, je suis sous le nom de l'éléphant voyageur parce que l'éléphant, pour moi, c'est mon animal préféré qui, je trouve, on doit vraiment faire notre maximum pour le protéger parce qu'il est en voie de disparition. Il y en a beaucoup, il y en a vraiment de moins en moins sur la planète, malheureusement. Et quand je vois certaines pratiques qui se font sur l'exploitation des éléphants encore aujourd'hui, en 2025, ce n'est pas normal. Donc, j'avais entendu ce qui se passait avec les éléphants, les balades à dos d'éléphants, par exemple. Ça, c'est une aberration. C'est quelque chose qu'on ancre dans nos esprits comme quoi c'est normal, mais ça n'a rien de normal de monter sur le dos d'un éléphant qui reste en plein soleil, enchaîné en plein cagnard. Enfin, moi, c'est un truc qui me vraiment fait mal au cœur. Et donc, je me suis toujours dit, enfin, depuis des années, je me suis dit, j'irai pas spécialement en Thaïlande à cause de ça. J'ai eu une opportunité professionnelle, donc je me suis dit, bah, vas-y, essaie de changer ton point de vue sur la Thaïlande. Et en effet, je me suis réconciliée un peu plus avec le pays, mais j'ai quand même encore vu malheureusement récemment, il y a quelques mois, parce que je suis retournée en Thaïlande l'année dernière, j'ai malheureusement vu encore des personnes monter à dos d'éléphants et bah forcément ça m'a fait mal. Mais je me dis c'est dommage de pénaliser toute une culture, tout un peuple et d'autres personnes qui se battent aussi pour ça à cause de, bah, je suis désolée pour les mots, mais quelques enfoirés sur terre. Et je me dis bah non en fait ça vaut pas le coup de pénaliser tout un pays à cause de ça. Ouais, je te rejoins, beaucoup sur la question des animaux, dans une autre vie, j'étais monitrice d'équitation donc le bien-être, ouais. Mais en fait, quand tu vois, dans certaines villes d'Espagne, tu as des calèches avec les chevaux qui sont pareils, un peu en soleil toute la journée, qui tirent des kilogrammes et qui trottent et voire qui galopent sur du béton, ce qui est hyper mauvais pour eux, ben, c'est voilà. Mais peut-être on peut aller visiter ces villes-là sans faire de tour en calèche aussi, tu vois? En fait, c'est ça, et tu as tout à fait raison. La meilleure manière finalement d'arrêter, oui, de ne pas soutenir finalement, ces choses qui nous déplaisent, c'est tout simplement de ne pas y participer. Heu, Tu parles des calèches et d'un très bon exemple aussi, et moi ça m'a dégoûté ce que j'ai vu par exemple en Égypte. Tu devrais voir, à Luxor par exemple, il fait une chaleur à crever. Les ânes sont malheureusement squelettiques sous la chaleur et je voyais des voyageurs qui faisaient leur tour en calèche, alors surtout que je trouve que ça n'a aucun intérêt, personnellement, à Luxor, parce que ils ne vont pas dans les temples et le but c'est d'aller voir les temples. Et franchement, je trouvais ça horrible. Et moi, je me suis dit, pour moi, le meilleur moyen de contribuer, ce n'est pas forcément de punir toute l'Égypte pour ça, c'est plutôt de dire non à ces activités. Et donc, non aux balades à dos d'éléphant, non, par exemple, aussi aux photoshoots que les gens font avec les tigres en Thaïlande dans les cages. Non, mais pardon, c'est encore, enfin, moi, je suis scandalisée quand j'entends ça, en fait. Donc, le meilleur moyen pour moi, c'est juste de ne pas soutenir, de ne pas hésiter à en parler aussi, de dénoncer un petit peu ça. Mais voilà, juste ne pas s'approcher de ces activités qui nous déplaisent. Ouais, carrément. D'ailleurs, petite précision pour, les auditeurs, auditrices, j'avais fait un épisode de podcast, l'épisode,
13, je crois, avec les guides Tao. Dans les guides Tao, vous trouverez pas d'activités qui ne sont pas respectueuses du bien-être animal. Donc ça peut être aussi un critère de sélectionner ces activités dans des ressources qui prennent ce critère-là, en compte. Voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a des pays, tu vois, où vraiment si politiquement, je suis vraiment pas du tout d'accord, j'avoue que je ne les mets pas, dans ma case. C'est bête, mais par exemple, tu vois, moi, Dubaï, peut-être que c'est très bien et cetera, mais Dubaï n'est pas du tout en accord avec mes valeurs et je n'ai aucune envie d'y aller personnellement. Est-ce que tu peux développer sur le pourquoi c'est pas en accord avec tes valeurs et pourquoi est-ce que toi tu n'iras pas, en tout cas aujourd'hui, là-bas? C'est très personnel, mais j'ai beaucoup de mal avec toute cette opulence, exhiber autant, tu sais, de luxe et d'argent. Moi, c'est quelque chose qui me met vraiment très mal à l'aise parce que je ne suis pas quelqu'un comme ça personnellement et j'ai entendu, bah, qu'apparemment les personnes étaient beaucoup de personnes étaient exploitées pour faire construire tous ces immeubles et cetera. Donc bon, je pense que c'est pareil dans d'autres pays, hein, bien sûr, mais c'est juste que personnellement, je ne vois pas, en fait, pour moi, l'intérêt d'y aller parce que je ne pense pas que ça va m'apporter de l'évasion et moi, c'est ce que je recherche dans un voyage, c'est d'avoir ce choc culturel, d'avoir vraiment, une petite claque et vraiment ce côté déconnexion qui me permet de découvrir une culture. Malheureusement, c'est peut-être un jugement, peut-être un peu précoce que j'apporte, mais ce type de destination ne me plaît pas spécialement avec ces raisons-là. Beh, du coup, forcément, avec ce que j'ai entendu, l'exploitation, notamment beaucoup d'immigrés qui sont, sous-payés ou qui sont logés dans des conditions précaires. En plus, pour le compte de personnes, voilà, qui les utilisent, qui sont très, très riches. Moi, c'est un truc qui bah, voilà, je peux pas, en fait et c'est bête aussi, mais il y a, par exemple, d'autres pays pour lesquels je suis un peu moins à l'aise d'y aller. Bah, c'est bête, mais les États-Unis. Je sais que beaucoup de personnes ne comprendront pas, que beaucoup de personnes, et je respecte, hein, je dis pas qu'il faut pas y aller. C'est juste que moi, personnellement, j'ai aussi vraiment du mal avec, la société de surconsommation, toutes les quantités en grande taille, je crois qu'il y avait aussi, enfin, beaucoup d'utilisation de plastique dans les magasins, enfin, et cetera. Bon, ou alors les grosses voitures, tu vois? Moi, c'est juste quelque chose qui moi, personnellement, n'est pas en accord avec mes valeurs personnelles. Je suis plus, on va dire, dans on va dire la simplicité, et cetera. Donc c'est pour ça que, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui me fait, envie aujourd'hui. Mais je dis pas qu'il faut pas y aller, attention, hein. C'est juste personnel. Moi, ça ne me donne pas envie d'y aller et je ne découragerai pas les gens d'y aller si c'est leur rêve. Aucun problème là-dessus, hein. Ouais, mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que je pense que dans le fait de boycotter, il y a 2 choses. Il y a le fait qu'il y a des valeurs que tu partages pas et donc ça te gêne d'un point de vue, social ou politique ou environnemental et cetera et il y a aussi le fait que la destination t'attire pas forcément. Tu vois, par exemple, à Dubaï, je pense que c'est un combo des 2 qui fait que, bah, du coup, la question se pose pas pour toi. Oui, tout à fait. Après, moi, je sais qu'il y a des destinations avec lesquelles je suis un peu en conflit avec moi-même parce que la destination en elle-même me donne énormément envie. Mais par contre, le pays, correspond pas à mes valeurs. Par exemple, la Turquie, tu vois? Alors je pense qu'en fonction, voilà, de chacun, on va être plus ou moins sensible à un sujet ou à un autre. En Turquie, moi, c'est le fait que les droits des femmes soient pas respectés et ben, ça me dérange et du coup, je fais le choix de pas y aller. Mais c'est hyper dur parce que, pour le coup, c'est un pays qui m'attire énormément, tu vois? Oui et je suis tout à fait d'accord. Les États-Unis, j'ai la même position que toi, tu vois? J'ai jamais eu envie d'y aller, donc en fait, maintenant, ça m'arrange très bien de dire, ben, je suis pas d'accord avec leurs valeurs. Mais en vrai, la raison fondamentale, c'est juste que ça va pas m'attirer particulièrement, quoi. Ouais, tout à fait. Non, mais en fait, c'est ça, je pense que c'est vraiment le côté, voilà, vraiment si c'est trop, trop fort que ça va en fait, on peut pas choisir tous les combats. Tu vois ce que je veux dire? On peut pas, avoir vraiment, toutes les implications partout et il faut vraiment sentir ce qui vraiment est épidermique pour nous et typiquement, je veux dire, et je comprends tout à fait, c'est vrai que moi, pareil, la Turquie, ça fait aussi partie de mes dilemmes, mais je sais que la culture, moi, m'intéresse énormément. Genre Istanbul, je kifferais visiter Istanbul, ça a l'air incroyable, mais je me pose la question aussi, je me dis: «Mais voilà, je veux dire, jusqu'où je suis prête à aller? Est-ce que ça va me déranger?» C'est ça. Typiquement, tu vois, la Thaïlande, pour moi, c'est vraiment, c'est très, très gros parce que j'aime beaucoup les Thaïs, enfin leur gentillesse est infinie, j'adore la cuisine, les temples sont magnifiques mais ce que j'ai vu, heu, en Thaïlande, ça m'a rendu vraiment pas bien et je me souviens que le soir, je suis rentrée dans ma chambre, j'étais en mode: «Mais est-ce que je continue ou pas?» Tu vois? C'est propre à chacun, en fait. Ouais. Après, sur la partie de les des États-Unis, par exemple, notamment et tu parlais de la société de consommation, par exemple, est-ce que, tu consommes, du coup Starbucks, ou je sais pas moi, des grandes chaînes américaines, ou est-ce que ça fait aussi partie de ton boycott de dire: «Ben, non, je vais pas consommer américain»
et je vais pas, par exemple, j'en sais rien, m'inscrire sur une plateforme, qui serait américaine, parce que, bah, c'est aussi consommé, de chez eux, justement? Bah, finalement, je me rends compte que je suis pas une si grande consommatrice que ça. Typiquement, tu vois, je suis pas les fast-food, j'aime pas ça. Après, j'habite dans un petit village, donc forcément, j'ai pas accès à toutes ces grandes chaînes. Je ne commande pas non plus, en ligne. Tu vois? Je veux dire, pour moi, ça, c'est aussi un concept. J'aime trop aller dans les grandes villes, traverse la frontière, je vais à Lille faire mon shopping et cetera et j'ai trouvé des boutiques, qui font, du seconde main et ça, je kiffe, vraiment. Ou sinon, je fais plutôt, on va dire des, que société française, tu vois? Mais j'avoue que je pense pas que je le fais de manière volontaire. C'est juste que je ne suis pas forcément quelqu'un qui aime déjà la fast fashion. Je ne suis pas quelqu'un qui est très, dans le consumérisme, mais c'est même pas une question que je me pose, c'est juste que je le fais pas, tout simplement. Enfin, ça me vient pas l'idée de le faire. Même Amazon, hein, je pense que je suis l'une des pires acheteuses Amazon. Je pense que je commande une fois par an. C'est un truc de fou, vraiment. Ouais, bah, j'ai jamais commandé sur Amazon moi, donc je comprends. Bah, honnêtement, je comprends, hein, vraiment. En vrai, ouais, bah, ça fait partie de mes boycotts, typiquement. Du coup, tu parlais tout à l'heure de tes expériences pas forcément, hyper bonnes, que tu avais en Thaïlande, mais je crois que tu avais dit que tu allais en parler. Donc, est-ce que sur tous les voyages que tu as eus, il y a une expérience ou une destination coup de cœur, que tu voudrais nous partager? Ouais, c'est un peu compliqué malheureusement pour moi de choisir une destination coup de cœur aujourd'hui parce que j'ai vécu des expériences différentes avec des moods et des situations différentes. Mais alors, une expérience que je pense qui restera gravée dans ma mémoire quand même, c'est mon volontariat éthique que j'ai pu faire dans un sanctuaire d'éléphants, donc en Thaïlande justement. C'est ça qui m'a permis de finalement me réconcilier avec le pays. J'ai pu trouver un sanctuaire éthique qui respecte vraiment l'éléphant. En quoi ça consiste finalement un sanctuaire éthique d'éléphants? Tout simplement, on va pas s'approcher du tout de l'animal et on va pas faire de bruit. On a une distance à respecter de 4 mètres minimum. On ne doit pas toucher l'éléphant, surtout pas, c'est proscrit, pour éviter que l'éléphant s'habitue encore plus à la présence animale. Dans ce sanctuaire, c'était des éléphants qui ont été rescapés de d'activités touristiques ils ont été forcés de faire pendant malheureusement toute leur vie puisque ces animaux, ils ont presque 60 ans, même 70 ans, enfin 70 ans pardon. Donc finalement, ils ont eu une grande partie de leur vie qui a été, exploitée à des fins touristiques sur par exemple dans des cirques aussi. Donc ils essaient d'avoir une retraite plus paisible et le but en fait de ce sanctuaire, c'est qu'ils réapprennent tout doucement à se réhabituer. Malheureusement, les éléphants qui ont été domestiqués ne pourront jamais revenir à l'état sauvage à 100. Ce n'est plus possible à un certain âge, mais du moins leur redonner, une paisibilité, méritée après toutes ces années de torture. Donc c'est pour ça qu'on ne s'approche pas d'eux. On les laisse aller librement dans un parc, donc c'est une réserve en fait, qui est délimitée. Le problème, c'est que si on les laisse dans la nature, ils vont détruire les fermes, ils vont, tu vois, faire des dégâts et ils risquent de créer des accidents. Donc en fait, la plupart des sanctuaires éthiques ont une zone, une délimitée qui est assez grande mine de rien. Donc ça, c'est assez cool pour eux. Ils ont beaucoup d'espace. Enfin, j'ai pu le voir. Même pour nous, parce qu'on devait aller les chercher dans la nature. C'était pas simple, hein. Ok, il fallait tracer, retrouver justement les traces qui étaient les excréments, qui étaient les empreintes de pas. C'était très cool d'ailleurs pour aller vraiment aller les chercher dans la nature. Et donc ça, c'était vraiment pour moi exceptionnel parce qu'en fait, on s'occupait d'eux aussi. Tu vois, on préparait leur nourriture parce qu'il y avait un éléphant qui avait un système digestif qui était un peu plus délicat. Donc, il fallait lui préparer une espèce de purée à base de bananes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des feuilles coupées, si je me souviens bien. Et donc, on devait le préparer. On allait les observer donc dans leur état naturel dans la forêt primaire. C'était vraiment une expérience dingue. Aussi, ils avaient des enclos s'ils voulaient, enfin pour justement dormir et surtout pour éviter de se perdre, tu vois, la nuit. Donc, en fait, on préparait ce qu'on appelait des lits ou en fait qu'on nettoyait, qu'on préparait un petit peu leurs espaces aussi si s'ils voulaient justement y rester. Donc franchement pour moi c'était une expérience de dingue parce que du coup j'ai vraiment en plus on vit dans des petits cabanons, on vit un peu tu vois vraiment de manière très très simple, tu vois. T'es perdu dans la forêt, t'as quelques cabanons et t'as d'autres voyageurs comme toi, tu partages les mêmes valeurs, tu vis aussi avec les locaux qui sont avec toi. Il y a plein de chiens en plus qui sont là, te suivre, à t'accompagner. Je trouve ça trop cool. Donc pour moi, ça restera vraiment une expérience que je suis pas prête d'oublier, ce sanctuaire. Ça avait l'air incroyable comme expérience. Tu l'avais trouvé comment ce volontariat?
Alors, j'ai fait quand même des recherches pour, m'assurer que je pouvais trouver un sanctuaire, qui répondait, justement à mes valeurs et donc j'ai pu me renseigner sur quels étaient finalement les critères qui faisaient qu'on pouvait considérer un sanctuaire de manière éthique et en effet, donc ces points où on n'accepte pas les balades, bah, ça c'est catégorique, mais aussi qu'on n'accepte pas de prendre des bains avec eux parce qu'il y a beaucoup de sanctuaires qui proposent qu'on prenne le bain dans la rivière avec l'éléphant et qu'on prenne une petite brosse et qu'on le nettoie. Ça, ce n'est pas éthique et tout simplement ne pas s'en approcher, en fait. Et même quand il s'approche de toi, tu te fais le plus discret possible et tu te mets pas à crier ou alors à poser en photo avec lui. Et j'ai trouvé un site internet, je ne saurais plus dire lequel exactement malheureusement, qui recensait justement les sanctuaires décrits comme éthiques en Thaïlande et j'ai trouvé celui-ci. J'ai vraiment bien aimé, l'approche et comment ils communiquaient, sur leur page Facebook. Donc je me suis dit: «C'est pas très loin de Chiang Mai, au nord de la Thaïlande, je vais tester» et ce qui était cool, c'est qu'en plus, quand je suis allée sur place, ils ont été contactés par un organisme qui prodigue un titre de oui, c'est certifié, éthique. Donc là, ils étaient en train de passer un niveau au-dessus pour vraiment garantir et renforcer leur côté éthique dans ce sanctuaire. D'ailleurs, les voyageurs, si ou plutôt les auditeurs, pardon, si vous êtes intéressés par ce volontariat dans ce sanctuaire éthique, j'ai fait une vidéo à ce sujet qui est disponible sur ma chaîne YouTube et justement dans la barre d'infos, j'ai mis le lien, si je me trompe pas, de la page Facebook et du site internet. Comme ça, vous pouvez aussi vous renseigner pour pouvoir y participer. Sachez que vous pouvez y passer une nuit, 3 nuits, 4 nuits, une semaine, 2 semaines, comme vous voulez. C'est vraiment à la carte et du moment que vous puissiez participer et faire ce volontariat, moi, je vous conseille vraiment cet endroit. Ça marche. Et ben, je mettrai, écoute, le lien en description, de la vidéo dont je viens de parler. Merci. Et puis pour continuer, est-ce que, il y a, une destination ou une expérience peut-être que tu as moins aimée et pourquoi? Ou qu'est-ce que tu ferais différemment, si tu devais, la revivre? Honnêtement, j'essaie de réfléchir, mais je pense pas qu'il y ait vraiment une destination qui m'a plus, déçue qu'une autre, à part, je dirais, peut-être quand je suis allée en Thaïlande et que j'ai vu les éléphants malheureusement, en balade à dos d'éléphants. Ça m'a fait vraiment très, très mal au cœur, je dois dire. Sinon, je dirais que j'ai toujours tiré des leçons de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai appris, donc j'ai vraiment du mal à me dire: «Bah, j'ai pas trop aimé». En fait, c'est juste que je pense que les expériences ou destinations qui m'ont le plus déçue ou que j'ai moins aimé, je dirais que ce sont les endroits les plus touristiques. Par exemple, très récemment, j'ai fait une alternative à la baie de Halong, donc qui est la baie de Lan Ha au Vietnam et en fait, comme c'était aussi une organisation, tu vois, quand tu visites la baie de Halong, tu es sur un bateau avec plusieurs touristes et cetera et en fait, malheureusement, alors je sais que je suis une voyageuse et que c'est normal de trouver d'autres voyageurs, mais ce qui m'a déçue, c'est qu'en fait, moi, ça me confronte à des comportements que je ne trouve pas spécialement adapté, de la part de touristes lorsqu'ils viennent et du coup, moi, c'est ça qui me titille un petit peu, tu vois? Mais je sais que c'est normal, on voit des personnes du monde entier, on a des comportements différents, des caractères différents. Mais c'est juste que, voilà, récemment, c'est vrai que j'ai vu certains touristes se comporter, même à Ninh Binh, par exemple. C'est ça, moi, qui m'ennuie un peu en voyage, je dois dire. D'ailleurs, c'est ce que j'essaie de transmettre lors de mes voyages, c'est, bah, voilà, lorsque vous visitez un pays, respectez au plus possible la culture, ayez des comportements plus respectueux envers les locaux et cetera. Parce que si on arrive, nous, avec nos comportements d'occidentaux, ça ne convient pas spécialement, au pays et ça donne une mauvaise image et je dirais que c'est plutôt ça qui m'a un peu déçue. Est-ce que, tu as des exemples de comportements, inadaptés que tu as vus ou Oui, alors, bah, quand je suis allée en Égypte, par exemple, quand j'ai vu ces personnes, bah, utiliser les calèches avec les chevaux squelettiques, moi, ça, je n'ai pas spécialement compris ou tout simplement, ce que je trouve un peu choquant, c'est quand en Asie, il est quand même recommandé de ne pas montrer ses épaules ou de ne pas montrer ses genoux et bah, j'ai littéralement vu des personnes en bikini se promener, à Ninh Binh et cetera et après les personnes s'étonnent qu'elles ne peuvent pas rentrer dans les pagodes et elles râlent quand elles doivent porter des tenues, plus couvertes. Enfin, pour moi, ça me paraît être un bon sens, tu vois? Je veux dire, le pays nous accueille, à nous de faire des efforts, de respecter la culture locale pour ne pas renvoyer une mauvaise image et de pas arriver comme des rois et d'imposer notre style, tu vois? Je sais que la chaleur n'est pas forcément
évidentes à supporter, mais il y a d'autres manières, justement de supporter la chaleur. On peut mettre des longues robes ou alors moi je trouve les pantalons fluides, oui, certaines personnes peuvent trouver ça moche, mais moi je trouve qu'au contraire ça donne un côté très baroudeur et un côté vraiment voyage et en plus je trouve ça très, très agréable pour en visiter. Donc c'est plutôt ces choses-là en fait qui m'ont déçue en fait. Ou par exemple au Japon, je voyais des personnes, parler fort dans les temples et ne pas forcément respecter ou faire des photos devant Bouddha, mais en fait, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est quand tu prends photo déjà je trouve ça un peu bizarre en fait de poser en photo devant Bouddha et en fait, il ne faut pas tourner le dos à Bouddha, c'est irrespectueux et les gens posaient comme ça donc dos à Bouddha et moi j'étais là: «Non les gars, faut surtout pas faire ça». Donc j'avoue, je veux toujours le respecter le plus possible la culture, sinon je me sens pas à l'aise. Ouais, je comprends et ben ça fait totalement sens. En tout cas, merci pour ton partage, sur ce point. Et est-ce que, tu aurais une galère de voyage à nous partager et peut-être, ce que tu en as appris? Puisque tu disais tout à l'heure que tu tirais toujours des leçons, c'est quelque chose qui me parle beaucoup aussi. Oui, c'est vrai que j'ai eu quelques galères, mais aujourd'hui, comme en fait, je m'en fais toujours sortir, je les considère pas vraiment comme des galères parce que je me dis: «Non, mais ça a été, c'est passé», tu vois? Il y a je dirais, bah, j'ai celle que je raconte un peu souvent parce que c'est elle qui m'a le plus choquée, je pense et qui m'a un peu déstabilisée. J'ai fait une erreur quand je suis arrivée au Cambodge, donc il y a 10 ans, quand tout premier voyage solo, je ne savais pas qu'en fait mon visa avait une durée, de validité qui était, seulement 1 mois et je m'en suis rendu compte, 2 mois après. Donc j'étais, bah, illégalement sur le territoire. J'ai risqué, la prison, clairement. Donc quand tu as 20 ans et que tu es toute seule, 10 000 kilomètres de tes parents et qu'on te menace de faire de la prison, bon donc finalement, j'ai dû payer une grosse somme d'argent pour pouvoir, m'en sortir. Ça m'a été une bonne leçon parce que maintenant je fais extrêmement gaffe au visa, mais je ne rigole plus du tout avec ça. Donc ça a été, je veux dire, une expérience un peu, voilà, pour moi assez déstabilisante, mais que j'ai pu, régler. Voilà, il a fallu sortir les sous, mais c'est comme ça que ça fonctionne et plus récemment, c'est aussi pareil, j'étais un petit peu en mode, voyager un peu plus relax. Je suis partie à Ayutthaya, en Thaïlande, il y a quelques mois, sur, un day trip. Enfin, je suis partie la veille, c'était un week-end où je voulais partir 2 jours pleins et je devais rentrer le soir à Bangkok, donc le dimanche soir. J'étais partie samedi, je devais rentrer dimanche soir, parce que j'avais des choses à faire, des rendez-vous de planifier le lundi. J'avais pas le choix que de rentrer à Bangkok et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, le dernier bus, que je voulais prendre, il était plein et qu'ils n'avaient pas accepté de me prendre. Donc je me suis dit: «OK, comment je vais faire?» Donc on me dit: «Va en face, il y a un autre bus qui pourra te prendre, pour Bangkok aussi». Donc je demande, je dis: «Bah, aux locaux, excusez-moi, est-ce que vous savez à quelle heure part, ce bus plus local?» Là, c'était des espèces de petites navettes, qui partaient toutes les heures. Donc là, j'ai pris un bus plus local où tu ne sais pas quand est-ce qu'il part et en fait, je pense que c'était en raison de la forte pluie. Les gens m'ont dit: «Non, mais il y a de grandes chances qu'il ne passe pas». Et là, je me suis dit: «Mais je fais comment, en fait, pour rentrer, à Bangkok?» Et en fait, il me semble que je devais prendre un train, mais ça, on me l'a pas dit. On me dit: «Ah, sinon tu prends un taxi» et moi, je pensais qu'un taxi, ça coûtait genre extrêmement cher, tu vois? Donc bah, je me suis mise un peu à pleurer. Bah, alors que c'est rien, hein, mais je pense que parce que j'avais peur, que ça me coûte trop cher, que ce soit pas possible et cetera et je ne savais pas comment aller à la gare qui était genre extrêmement loin et en fait, finalement, les Thaïs m'ont vue dans cet état. Quelqu'un, m'a dit: «Don't cry in Thailand», ne pleure pas en Thaïlande, on va t'aider et en fait, ils ont appelé quelqu'un et ces gens, en fait, ils je les connaissais pas, ils m'ont amenée à la gare en avec leur propre voiture. Ils disaient: «Ouais, mais t'inquiète, c'est parce qu'en plus, je dois aller chercher ma sœur, donc c'est cette personne qui t'a vue, en fait, elle m'a appelée pour que je puisse venir plus tôt, te venir te déposer et tout». J'étais en mode: «Mais non, mais enfin, c'est trop» et mais ça m'a donné aussi une leçon, comme quoi, bah, il faut pas baisser les bras trop vite, qu'il y a toujours des solutions, où que tu sois et que tu peux aussi demander de l'aide des locaux, que les gens sont aussi là pour t'aider. Ouais, c'est incroyable comme histoire de voir que tu as eu autant de soutien et tout. Franchement, c'est un trop beau message que tu envoies. Bah, oui et c'était il y a quelques mois, tu vois? C'était pas, quelque chose, bah, on a l'impression que c'est des histoires qui datent d'il y a 10-15 ans, mais non, en fait, les gens ont toujours le cœur sur la main et tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pourquoi je boycotterais des gens aussi gentils, enfin tout un pays, pour à cause de certaines choses, de certains abrutis, désolée du mot, mais qui continuent à faire des horreurs? Bah, en fait, j'aurais jamais vécu ça, j'aurais jamais rencontré ces gens qui, et je me rappellerai toujours le mec, je suis sortie de sa voiture, il m'a dit: «Et don't forget, don't cry in Thailand».
always smile in Thailand, toujours sourire en Thaïlande et du coup, bah, maintenant je me dis: «Mais oui» et j'ai envie de le garder en souvenir, tu vois? Ah, c'est trop beau, trop cool. Bon, bah, écoute, super et puis sur la deuxième partie, de ton, modèle, on peut lui dire, qui est la création de contenu Oui, et bah, ce que je te propose, c'est de te retrouver pour un prochain épisode dans lequel on abordera ce sujet-là. oui, avec grand plaisir, j'adorerais justement parler de ça et si on peut en plus donner des conseils aux auditeurs, s'ils veulent se lancer et tout, franchement, let's go, on y retourne pour un deuxième épisode. Et ben, alors c'est parti, on se retrouve une prochaine fois et d'ici là, je te souhaite, plein de voyages, Merci. et de bien profiter de toutes tes expériences, à venir Ouais, et puis on se revoit très vite alors. merci à toi Chloé. À bientôt. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Donc si vous aimez Nomadness, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don ponctuel ou régulier sur la plateforme participative Buy Me a Coffee. Vous pouvez aussi simplement commenter l'épisode, vous abonner, me donner une évaluation 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ça vous coûte rien et ça soutient vraiment mon travail. Et puis si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram qui est en description. Et vous pouvez aussi m'envoyer des messages pour me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. Allez, à très vite!